Bonjour GG de Séoul. Bonjour Midormipo. Oh Midormipo. On a parlé du dernier patch Dota, c'était drôle. Allez, nous sommes partis pour ce dernier stream du 22 décembre, tous ensemble et tout ensemble. Je vous rappelle que ça va être un stream en 2 parties. La première, revue de presse tech, gaming, que vous connaissez bien, hein, bien sûr, avec des gadgets raisonnables, des points de vue raisonnables, zéro drama, pas de scandale bien sûr, tout va bien se passer. Et la deuxième partie de ce stream, du coup, ça sera le bilan 2023. Un bilan tech, un bilan ciné, un bilan musique, un bilan mode, un bilan divers, voilà, avec Samora, Daz et Lydia. Donc ça va être très très cool. On commence tout de suite. Je vous gâte avec un robot qui va vous faire plaisir, qui avait été montré il y a quelques années. Ce robot d'une société qui s'appelle Miso Robotics s'appelle Flippy. Et le but du jeu, c'était que Flippy allait pouvoir fabriquer des frites et des burgers tout seul. Parce que les start-upers se sont dit, quitte à aller au bout du délire, remplaçons évidemment les employés dans des petits jobs un peu à haute pénibilité. Voilà, les équipiers, et remplaçons-les par des robots. C'est un prototype qui a été montré. Hein. Ah, le moche, on pourra faire le top EDC aussi si on l'a oublié, c'est vrai. Bonjour Capteur, bonjour IA. Bref, ce robot, on l'avait montré en mode yeah. Mais vous voyez, il y a un truc qui clochait dans ce robot, c'est qu'il y avait quand même des humains qui allaient servir les frites à la fin. Regardez-moi cet homme. On dirait un streamer code ou un streamer FIFA, je sais pas. Vous voyez, à la fin, il sert les frites. Et bonjour Coin Coin. Et je pense que les gens avaient été gênés à l'époque. Voilà. Et Miso du coup a patché sa machine. Et Miso a mis au point le premier restaurant 100% automatique dans une vidéo promo qui n'est pas du tout malaise. On l'admire ensemble. Hey girl, what you doing? Avec 2 jeunes américaines évidemment équipées en iPhone, hein, parce que je vous rappelle, Android c'est nul aux États-Unis, et qui disent et si on se rendait à CaliExpress, et CaliExpress qui est le premier restaurant 100% automatisé de Flippy, le robot de Miso. Voilà. Donc là, en fait, il n'y a même plus de serveurs et de serveuses. C'est juste des bras, pas glauques du tout. Voilà. Voilà, cette vidéo est mise dans des sortes de capotes blanches qui vont servir ces 2 jeunes femmes qui sont évidemment un futur possible de l'Amérique. Incroyable du cul, bien sûr. Bon appétit tout le monde. Tepanax dit « Restaurant pour un free burger, je suis offensé en tant que cuisinier. » Oh, ça va, on commence par le mode easy. C'est pas tout de suite qu'une intelligence artificielle arrivera à faire un risotto ou un bœuf bourguignon. On va commencer par la simplicité qui est de... je vous remets dans cette vidéo, hein. C'est quand même plus simple pour un robot d'empiler des ingrédients facilement reconnaissables. Regardez-moi ça, le truc, on dirait des icônes... un peu glauque, on dirait des icônes de smartphone, quoi. Voilà. J'ai hâte que quelqu'un, évidemment, prenne capture d'écran de ceci et en fasse sa homepage de smartphone en rechangeant toutes ces icônes. Donc, vous voyez quand même un burger, d'un point de vue reconnaissance d'ingrédients et d'un point de vue préparation, c'est-à-dire empiler des choses, ça va. Ça va. Hâte de voir quand les clients sont des robots aussi. Ouais, là, je pense qu'on aura été au bout du capitalisme. On aura tout automatisé. La dépense, la production. Incroyable. Il y a des robots à Singapour qui font du fried rice, dit Marie-Cécile MC. Ah, j'ai vu des robots qui faisaient des cocktails de bière aussi. Des cocktails d'alcool un petit peu. Salut Technotrice, merci beaucoup à toi pour ton sub. Merci. Ça peut faire des steaks saignants, ce serait une avancée. Bon, j'imagine. Bon, après, est-ce que les Américains arrivent à faire de la viande saignante? Je pense qu'ils n'en sont pas biologiquement capables, les Américains, mais je ne sais pas. Tiens, en parlant de bouffe, on parlait robot, j'ai commandé Thermomix TM6 hier soir, du coup, dit Grim FR. Ben, on se met bien, Grim. Écoutez, nous, avec ma compagne, pour Noël, du coup, on a commandé le Monsieur Cuisine Smart. Voilà. Ça existe, je vous mets le lien, bien sûr, dans le chat, comme d'habitude. Pour aller voir cet exploit, une avancée aussi, un moment, j'ai envie de dire un moment d'humanité aussi, il faut le dire, c'est un moment d'humanité de la part de la société Miso,
et qui a mis au point du coup, eh bien, en Californie, le premier restaurant 100% automatisé grâce au robot et grâce à l'intelligence artificielle, bien sûr. Ça fait peur, mais niveau hygiène, c'est bien non. Ah bah, Toto 25 cm, je me dis, pour les Américains qui sont des psychopathes de l'hygiène, c'est sûr que je ne pense pas que ton robot va faire tomber un poil de nez dans son burger ou cracher dans ta sauce. Allez. On enchaîne avec une nouveauté plus traditionnelle que ce robot Flippy Burger intelligence artificielle. Un truc classique. Voilà. On revient... Est-ce que... Non, même pas. Attendez, non. On va rester sur la grosse machine, après on dira sur un truc classique. On va sur la grosse machine. Allons aux Pays-Bas et allons voir évidemment ce beau cadeau de Noël. Un cadeau de Noël qui coûte entre 300 et 400 millions de dollars. Eh bien, que Intel s'est fait. Puisque Intel, alors attention, j'ai essayé de lire ce matin, et donc j'ai dormi 3 heures, j'ai abandonné 2 fois avant de terminer l'article de Anantech. Intel a commandé il y a 5 ans une machine ASML. Donc je vous rappelle que ASML est une boîte aux Pays-Bas qui a l'air un peu discretos comme ça, mais c'est les rois du monde, puisque je vous rappelle que dans toute ruée vers l'or, ceux qui font vraiment fortune, c'est les vendeurs de pioches. ASML est un vendeur de pioches. Bonjour Silence on joue, bienvenue à vous. Oh là là, merci beaucoup. Est-ce que ça va bien la team Silence on joue ou pas? On était en train de parler d'automatisation de tout. On est en train de monter un projet qui était vraiment une sorte de pureté militant du capitalisme, hein, puisque on était dans un monde où on était dans un restaurant qui était 100% automatisé, de la préparation au service, la gestion des stocks, c'était absolument incroyable. Installez-vous tranquillement, j'espère que vous allez bien. Je vous rappelle, si vous nous découvrez ici, que je fais des revues de presse tech et gaming, et qu'après je reçois des gens de très mauvaise foi et on essaie de discuter. Bref. Après avoir vu cette machine incroyable pour faire des burgers, ça c'est une machine incroyable pour faire des processeurs. Voilà, je vous rappelle, c'est un peu le nerf de guerre en ce moment, enfin depuis toujours, mais toujours plus qu'avant. Et alors attention, ASML, donc qui vend ses machines quand même environ entre 160 millions et 200 millions d'euros, si tu prends les options ou pas. Donc j'imagine si tu prends radiocassette, sellerie en cuir et vitre électrique, ça vaut 200 millions. Là, leurs nouvelles machines, elles sont tellement grosses que Intel a dû changer son usine aux États-Unis qui va recevoir ces bestioles qui sont, regardez bien le poids du bousin, qui font, quand elle est montée, la machine elle fait 3 étages de haut. Elle est stockée dans 13 containers de la taille d'un semi-remorque et 250 caisses, la gueule du déménagement quand même. Et la machine finale fait 3 étages de haut. Et tout ça pour le futur de la gravure. Alors ne me demandez pas comment, mais normalement, avec ce système qui a demandé à Intel de changer un bâtiment, de changer même la tenue des ouvriers et des ouvrières qui vont bosser avec. Si, je rigole pas. Ils ont un système qui vous permet d'avoir une gravure à ultraviolet 2 fois plus fine qu'auparavant. Et donc, je vous rappelle que dans les prochaines années, on va attaquer les 3 nanomètres, 2 nanomètres, 1 nanomètre, des trucs toujours plus fins. Et c'est fou parce que Intel a commandé en 2018 une machine qui sera en marche en 2026-2027. Donc vous voyez, les temps quand même de commande, c'est pas Amazon Prime livré en 24 heures. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même un petit peu la violence en termes de poids. Je vous mets le lien vers l'article, évidemment. J'ai essayé de le lire 3 fois, j'avais mal au crâne. Mais voilà. Voilà ce qu'on peut s'offrir avec un petit 300 à 400 millions de dollars chez ASML, le top de la machine, qui ferait peut-être d'Intel un nouveau leader en termes de gravure et de performance sur ses processeurs. Mais vous voyez, là, c'est juste la partie 1 sur 13. C'est comme si vous faisiez un thread Twitter. C'est la partie 1 sur 13 du cadeau. Costaud. Est-ce qu'on n'arrive pas sur les limites physiques de la taille d'un transistor des J.D. Lafontaine? On est sur les limites physiques déjà de gravure des transistors classiques, mais je vous rappelle que l'humanité ne s'est jamais arrêtée à un obstacle. Hein. S'il s'agit de progresser ou de grappiller des FPS dans un jeu vidéo, l'humanité repoussera les limites physiques. On y arrivera. On jouera avec des trucs à ondes à un moment, ça va être des ondes.
Attendez, j'essaie de vous montrer. Donc, Intel pourrait pour la première fois depuis perpète se retrouver devant ces deux concurrents toujours qui sont Samsung et TSMC. Ce qui est quand même plutôt rare. Mais où est-ce que j'avais lu dans l'article que les gens devaient même changer leur tenue, leur blouse. Regardez. Pile que le matériel, des masques, des outils d'inspection. Il faut tout changer. Putain, 300 millions de dollars, c'est comme un bébé. Hein. Ok, on enchaîne. Bon, maintenant qu'on a parlé de machines formidables, hein, c'est-à-dire des machines qui vous font des burgers ou des machines qui vous font des processeurs, on revient sur les trucs de base, mais ça va vous intéresser. Parce qu'on revient sur des écrans gamers de 2024 et c'est de la bonne. LG avec un logo, encore une fois, d'un goût qui me donne envie de monter une équipe de Counter-Strike 1.3, pour vous donner une idée. Donc, je vous rappelle que LG, plus sérieusement Ultra Gear, est un des leaders des moniteurs de nouvelle génération, parce que LG évidemment fournit des moniteurs OLED. Et je vous rappelle que l'année prochaine, on va enfin avoir des écrans 4K OLED, un peu comme celui-là qui va arriver sur le marché. Oh, ce logo, mais franchement, il m'arrache les yeux, c'est-à-dire que... Oh, il est dur, il est dur. Ce qui est intéressant, c'est ceci. Vous avez différents écrans, donc vous avez vous allez voir, vous avez du 38 pouces, maintenant c'est plus 34 pouces, c'est 38 pouces OLED, 3440 par 1440, 21 neuvième, bien sûr, 240 Hz, très bien, et vous l'avez en 34 et en 38 pouces, donc le 38 pouces vous permettra d'avoir, pour une résolution égale, une surface d'écran encore plus grande, donc il y a des gens qui préféreront, selon vos préférences, hein, d'avoir un écran plus petit mais plus fin, ou un écran un peu plus grand et un peu moins fin, et vous avez également deux écrans ultra wide, qui auront, pareil, une taille de 45 pouces, si je ne m'abuse, et qui auront des enceintes intégrées si vous le voulez, bon bof. Mais ce qui nous intéresse plus, c'est celui-ci. C'est évidemment, le bien nommé 32GS95UE. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est un écran qui va avoir un peu la même fonctionnalité que les écrans Razer de cette année qu'on a vu sur les Razer Blade. Ça veut dire que vous allez pouvoir switcher sur deux résolutions dites natives, qui vont être considérées comme natives par l'ordinateur. Donc vous aurez ou de la 4K en 240 Hz ou de la Full HD en 480 Hz avec un simple clic. Donc c'est un peu l'écran de rêve. Hein. À part qu'il a un look un peu laid. Voilà. Je vous avoue que franchement les couleurs et le logo LG c'est un peu dur quand même. Hein. Bon, l'idée d'avoir un écran 4K OLED 32 pouces 240 Hz, bon déjà il va falloir trouver de quoi le faire tourner, mais l'idée de pouvoir le transformer de manière assez clean, un peu comme sur les Razer, en 1080p 480 Hz pour jouer à Counter-Strike et autres, je trouve l'idée plutôt bonne. Voilà. Maintenant, je vous rappelle qu'il y a énormément d'écrans 32 pouces 4K qui ont été annoncés en OLED pour 2024. On n'a toujours pas trop les prix, mais je vous avoue, j'ai un peu peur. Il y a un côté, ce logo, ça fait Valéry Giscard d'Estaing Gaming. Voilà les specs des gros bébés. Donc vous avez ici, vous le voyez, le 32 pouces 4K et ici les deux moniteurs 39 et 34 pouces qui ont les mêmes spécificités, c'est juste qu'il y en a un qui est un peu plus grand que l'autre. Je vous rappelle que désormais on a même des écrans 45 pouces ultra wide avec la même résolution de 3440 par 1440 mais qui du coup sont très gros et pas très bien définis. C'est le retour de Very Games.
Salut Magmar. Bienvenue dans le chat. On cherche un 27 pouces QHD pour le gaming. Alors là, Magmar, tu es refait parce qu'il existe à peu près 800 000 écrans en 27 pouces 1440p. De la petite Daltéenne à 200 balles à l'écran OLED à 1000 balles. Je sais pas, tout dépend de ton budget, bien sûr. Pour les gens qui s'étonnent sur la réactivité de l'OLED, je rappelle que l'OLED est structurellement beaucoup plus réactif que le LED. Hein. Donc c'est normal que ces temps de réaction là à 0,03 millisecondes en gris à gris c'est la norme de tous les écrans OLED en fait. C'est pas du marketing là-dessus. C'est nativement l'OLED a de gros avantages en termes de lag input. Donc GA6, c'est l'écran 32 pouces de gauche qui a une résolution variable. Enfin, 2 résolutions natives. Magmar, si tu cherches un 27 pouces IPS, tu as énormément de choix sur des très très bons écrans IPS 1440p. Voilà. Moi, si je devais casser ma tirelire, du coup, je suis un peu partagé entre acheter un... Si je devais acheter une Rolls, pour moi, je suis un peu partagé entre acheter un écran OLED 4K 16:9 ou un écran 39:9 ultra wide. Ce sont deux trucs différents. Je vous mets le lien évidemment vers cette annonce. Enfin, c'est Tech Power Up qui a repéré ces annonces de la part de LG. Voilà. Hop. Et désolé, je remets aussi mon lien vers ma petite usine parce que j'avais oublié. Parce que je suis un mec sérieux et que je vous rappelle, je suis un mec sérieux et je mets les liens dans mes descriptions YouTube. Hein. Donc pour mes 100 vues YouTube à chaque replay, je me fais chier. Voilà. Mais bon, ça fait plaisir. Pas confondre la input et temps de réponse. C'est vrai, Endymion, c'est vrai. Le endgame, ce serait le 32/9e 8K, dit Crawford Bailey. Alors attention, Crawford Bailey, on dit pas 32/9e 8K parce que ça n'existe pas. Parce que 8K, c'est 4 x 4K, et en fait, le 32/9e, c'est 2 x 4K, techniquement. Mais je vois ce que tu veux dire. Le Samsung 57 pouces qui fait du 7900 par 2160, il est débile. Mais après, il y a deux cartes graphiques qui peuvent le faire tourner à la max, donc bon. Ah bah voilà la Reva. Merci pour la petite team qui regarde les replays YouTube. C'est comme la petite team Instagram à qui on va dire bonjour tout à l'heure, mais ça fait toujours plaisir d'avoir une... même si ça touche 15 personnes, ça fait toujours plaisir qu'elle soit là. Et Nituck qui confirme, ça me régale à chaque fois d'avoir les liens dans les vidéos YouTube. Ah bah voilà, merci. Il y a des gens qui aiment bien mes liens YouTube. Bientôt le chapitrage, ça va être incroyable. Hein. Le truc c'est que l'écran Samsung qui pourrait être une Rolls... Il y a littéralement 2 cartes sur le marché qui peuvent faire tourner l'écran Samsung. Je vous rappelle que c'est un écran 39e 57 pouces 7660 par 2160 à 240 Hz. Et le seul moyen de faire tourner ce bousin à 240 Hz, c'est d'avoir un port DisplayPort 2.1 que seules 2 cartes Radeon haut de gamme possèdent. Voilà, même les cartes Nvidia n'arrivent pas à faire tourner cet écran. Je ne parle même pas de faire tourner pour du jeu vidéo à donf. Voilà. L'avantage quand même des moniteurs, quand vous avez plusieurs écrans sur votre ordinateur pour travailler ou pour jouer, c'est que vous pouvez mettre un écran à la max et puis l'écran d'à côté qui met le chat Twitch ou qui met votre bureautique ou qui met OBS ou autre, et vous pouvez le laisser à 60 Hz. Ça permet d'économiser un peu en ressources. Là sur un écran, un gros écran ultra wide, si vous le mettez à 240 Hz, bah, tout l'écran est à 240 Hz. Donc quelqu'un évidemment arrivera dans le chat à me calculer le nombre de mégaoctets secondes que ça fait d'envoyer du double 4K 240 fois par seconde, mais c'est pas mal je pense, c'est pas mal. Ah Romain c'est moi, je vois pour qui ce petit pic a été envoyé bien sûr. Human Bass qui dit je confirme pour le lien YouTube, ça aide. Ah, ça me fait plaisir. Je suis assez partagé. Au boulot, j'ai un 21/9 que j'adore.
Ici j'ai un 16 neuvième, mais bon c'est un 16 neuvième de dépannage, hein, donc c'est un vieux 24 pouces 1080p, c'est vraiment galère. Et vraiment j'hésite. Bon, de toute façon, Samsung là, j'ai contacté Samsung au mois de janvier, pour le mois de janvier, et Samsung va m'envoyer un 39 neuvième en test. Donc ce qu'on fera, c'est que j'installerai ce 39 neuvième avec vous, littéralement. Et on verra comment ça rend, comment ma machine arrive à le faire tourner, et surtout quel type, encore une fois pour moi ce qui est important c'est quel type de séparation j'arrive à faire pour faire du tri-moniteur. Je crois même que l'écran Samsung, les derniers écrans Samsung, on peut mettre, grâce au KVM qui est intégré dans l'écran, je pourrais avoir une partie de mon moniteur qui sera en temps réel sur le Mac et une partie qui sera en temps réel sur le PC, et je crois qu'on peut faire même glisser des fichiers des Mac au PC, enfin bon bref, pas mal quand même. Salut magnifique H. Un 39ème 1440, là c'est possible, j'ai outil, hein, c'est le... La plupart des 39ème, c'est deux écrans 27 pouces 1440p côte à côte. Hein. Là on parle du Samsung G9 57 pouces qui est exceptionnel dans ses fonctionnalités, mais qui est très dur à faire tourner. Mais c'est vrai que la plupart des gens qui achètent des 39ème achètent les 39ème 1440p. Qui, je pense, sont un endgame. Hein. Salut Frédégonde. Bon. J'attends impatiemment, hein, je vous rappelle que là on est qu'à quelques jours et puis je pense qu'il y aura des fuites. J'attends impatiemment de voir les prix des écrans qui seront chez Alienware, chez Asus, chez LG, chez Samsung. Mais pour les gens qui ne voulaient pas de 21 neuvième, qui existe depuis maintenant 2 ans dans le marché de l'OLED, qui voulaient de l'OLED en 16 neuvième classique, et bah là ça va être l'année des 32 pouces 4K. J'espère que le prix va pas être trop violent. Je pense que ça va être violent. Je pense que ça va être du 1500 balles minimum, mais j'espère que par la force des choses, ça va baisser. Là, on arrivait quand même à trouver, c'est McDolphin qui m'avait envoyé un lien. Il y avait un plan en main pour avoir un Samsung G8 OLED à 800 balles avec une offre de réduction. Un 21 neuvième 34 pouces OLED à 800 balles, on commence à discuter là. Voilà. Je sais qu'encore une fois, c'est bien au-dessus de ce que la plupart des gens veulent bien mettre pour un écran, mais... Salut Pépé Garcia, j'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien, mon cher Pépé Garcia. On parlait d'écran. Et de l'avènement, de l'arrivée enfin des écrans qu'on attendait depuis facilement 6-7 ans. D'avoir un jour des écrans 32 pouces 4K OLED. Avec évidemment toutes les petites... toutes les petites raffineries par rapport à une télé, genre le 240 Hz, etc., etc. Tiens, Pépé Garcia, toi, personnellement, chez toi, déjà, est-ce que tu as une station de travail sédentaire chez toi, Pépé? Et si t'en as une, c'est quoi ton setup de moniteur? Ou alors, si t'en as pas, c'est quoi ton setup de moniteur de rêve? Parce que là, nous, on est très partagés dans le chat entre des gens qui préfèrent avoir plusieurs écrans parce qu'ils trouvent que la séparation est plus nette, même visuellement, pour eux ou pour elles, et des gens qui préfèrent avoir un grand écran qui vont se séparer via PowerToys ou via les outils d'écran pour avoir pas de bord, etc. etc. Moi, je suis plutôt team un écran que je sépare d'un point de vue software. Mais ça, c'est limite. Je suis sur un gros PC MSI Creator, dit Pépé Garcia. Ah, il est comme moi, Pépé Garcia. 39ème qu'on sépare. Je te dis, Pépé, c'est ce que je dis à tout le monde. 39ème, au milieu, tu mets un écran 16 neuvième, et sur les deux côtés, tu mets deux écrans 1280 par 1440. Donc deux écrans presque carrés, légèrement verticaux. Donc au milieu, 2560 par 1440. Et sur chaque côté, 1280 par 1440. Et t'es trop bien pour taffer ou pour streamer, je pense. Bon. Écoute, je sais pas si... moi, j'ai pas encore testé ce setup Pépé Garcia, mais j'aimerais bien le tester. Les prix vont baisser, les gens. Hein. Vous voyez quand même sur le prix des télés où... je dis pas assez vite, mais au bout de 3-4 ans, on a commencé à avoir des Black Friday assez vénères sur des télés, puis on a eu les prix symboliques de la première télé 55 pouces qui passait sous les 1500 balles,
Et 2 ans plus tard, on a les premières télé 55 pouces qui passaient sous les 1100 balles, voire les 1000 balles. Et aujourd'hui, on a les 65 pouces. Enfin bon, bref, tout va descendre, c'est normal. Pareil pour les écrans OLED. On a commencé à voir cette année un écran OLED gaming 34 neuvième, super haut de gamme qui est descendu à 800 balles, alors que ça a été plutôt lancé autour des 1400 balles, 1300-1400 balles. Donc les prix vont baisser. Ça restera globalement toujours plus cher que du LED, comme pour les télés. Mais on va arriver à un niveau, le fameux niveau de la croix, enfin le croisement entre le prix qui baisse et les qualités, les performances et les avantages que ça apporte. Et puis, selon vos propres courbes personnelles, vraiment, vous allez arriver à ce moment en disant « Ok, là, je peux faire le saut ». Ça m'étonnerait pas de voir à terme la diagonale la plus populaire. Donc, encore une fois, c'est pas la plus petite diagonale qui est la moins chère, hein, puisque aujourd'hui, on trouve plus facilement des 34 pouces 21 neuvième en promo que des 27 pouces 16 neuvième. Mais la taille la plus produite, qui pourrait peut-être être ces écrans ultra-wide, si à un moment elle commence à venir titiller les 500-600 balles, ce qui est tout à fait possible dans 1 an, 2 ans, là on va commencer à vraiment discuter. GrimFR, est-ce qu'un 39 mm sur un Mac ça passe? Tout à fait. Oui, il y a plein de gens qui branchent leur MacBook Pro, leur Mac Mini, via la sortie Thunderbolt 4, ils branchaient sur un 39 mm, ça passe facilement, il n'y a pas de souci. Le truc que j'arrive pas à trouver qui serait nickel, nous dit JOT, c'est de séparer le 39e en écran virtuel dans Windows afin de mieux gérer la séparation. Oui, par rapport au Power Toys, ouais. J'aimerais bien qu'en fait vraiment le Windows, il ait l'impression qu'il est vraiment 2 moniteurs distincts. Mais c'est pour ça que je voulais essayer les solutions intégrées dans les moniteurs Samsung. Mais d'ailleurs dans le chat, il y en a qui ont les moniteurs Samsung 39e. Mais je sais pas si le système de séparation d'écran custom dans les moniteurs Samsung, c'est juste un software ou c'est une sorte de petit tricks qui fait croire au PC relié qu'il est sur 2 moniteurs. Je sais pas. Inconnu masqué dans le chat qui dit grosse réflexion, pardon. Station de travail de mon côté, je bosse sur un MacBook et j'hésitais à prendre un écran pour brancher le Mac ou prendre un iMac et tout synchro entre les 2 ordi. Moi je pense l'inconnu masqué que l'iMac a désormais très peu d'intérêt, mais Uncle Ben qui est passé au QD OLED 21 neuvième. Mais les nouvelles générations de QD OLED 21 neuvième ont arrangé notamment les petits soucis de lisibilité de certains lettrages, normalement, les nouveaux écrans 21 neuvième. Bon, allez, on enchaîne, parce qu'il faut avancer. On va quitter les écrans, parce qu'on pourra en parler pendant 3 heures, hein. C'est une passion, bien sûr. On va repasser au software, maintenant. Et on va parler évidemment de cette fameuse guerre. Je vous remontre quand même comment dire, la vidéo tout à l'heure, regardez. Si on revient sur la vidéo AliExpress, là, je vous rappelle que les jeunes cool du futur, ok, quand ils vont se donner rendez-vous pour aller voir un burger, et ben la leaduse du groupe elle a un iPhone Pro et sa pote qui est moins cool mais qui est quand même là, elle a un iPhone Vanilla, voilà. Ok. Et évidemment, vous le voyez, même dans le langage de la pub, les fameuses fucking Blue Bubble. On est toujours dans la bataille entre Apple et le reste du monde pour arrêter l'exclusivité autour de iMessage et des petites bulles bleues. Et je vous rappelle que dernier entrant dans l'arène qui avait tenté d'apporter iMessage et les bulles bleues sous Android, c'était Beeper qui a créé Beeper Mini qui est un client dédié. Et depuis, c'est un jeu du chat et de la souris. Beeper Mini avait permis de rétro-engineer iMessage. Apple avait fermé, ils avaient mis un patch. Apple avait refermé, ils ont remis un patch. Bref, à ce petit jeu-là, vous imaginez bien que c'est pas Android qui va gagner, c'est plutôt Apple qui va gagner, et c'est effectivement le cas. Ça c'était début décembre, retour de Beeper Mini après que... après je vous mets le lien dans le chat, attends, je vais mettre le dernier lien dans le chat, après qu'Apple est fermé. Et puis après ça avait recommencé à refermer 3 jours plus tard. Ils avaient accusé Apple évidemment de les bloquer, voilà. Hop, ensuite, il y a 3 jours, il a dit c'est bon, le 20 décembre, donc avant-hier, on va remettre tout en état de marche, vous inquiétez pas. Bon, ça va être un peu plus compliqué qu'avant, mais vous inquiétez pas, ça va fonctionner. Ok, très bien.
ça a commencé à rebloquer. Et là, Beeper, ils ont dit bon, on abandonne. On abandonne. Bonjour Araignée du Soir, bonjour ma chère Mode, j'espère que tu vas bien. Merci beaucoup pour ton sub, c'est adorable. Merci à Araignée du Soir. Pour les gens qui ne la connaissent pas. Araignée du Soir, une pilier sûre de la communauté de qualité. Merci à toi d'être là. Pour ta fameuse pause midi, c'est vrai, on en avait beaucoup discuté. Bonjour, je suis un corbeau. Et donc là, Beeper Mini a dit bon, voilà, on va encore faire une dernière mise à jour, mais si Apple nous rebloque, on va abandonner. Je pense que Apple rigole, parce que je pense que Apple à chaque fois, il voit les mecs se casser le cul à patcher leur solution, à la mettre à jour, et je pense que Apple, je pense qu'il y a un gars, ouais, qui est là, et le mec il a un interrupteur, voilà, et puis à chaque fois il fait comme ça. Et ça bloque, ça doit bloquer. Je pense que c'est très facile pour Apple de rebloquer Beeper Mini comme ça. Voilà. Et je pense que le mec il fait exprès et Apple lui dit attends, bloque pas tout de suite. Attends que les mecs fassent un tintin pendant 2 jours, attends que les gens se reconnectent après la déception, attends que les gens commencent à réinvestir et là tu appuies sur le bouton. Et le mec il est là. J'ai bien fait? C'est parfait Johnny, c'est parfait. Et évidemment dans la communauté des gens qui étaient enthousiastes autour de Beeper Mini, ils en ont marre parce qu'ils disent bah en fait... ça marche pas quoi, ça marche au bout de 40 heures, ça marche plus. Alors oui, le grand méchant dans l'histoire c'est Apple, mais il n'empêche que moi ça marche plus. Donc les gens sont en train d'abandonner évidemment le bateau. Et après Nothing Phone et tous les autres clients qui ont tenté, Beeper est en train d'abandonner. Vraiment, cette idée, c'est que Apple vraiment doit rigoler. D'ailleurs, on va continuer sur Apple et je vais vous remontrer encore une fois la puissance d'Apple, notamment aux États-Unis, puisqu'on va parler de vol d'iPhone maintenant. Je vous mets le lien, évidemment, vers cette... Parce que j'ai ma souris à côté de mon bol de céréales. Je ne sais pas si c'est le truc le plus malin en termes de mapping de bureau. Bonjour, ciao, hello. Je vous rappelle que toute cette histoire... Même si le monde de la tech, globalement, déteste Apple pour son côté fermé, toute cette histoire ne fait que mettre en valeur, encore une fois, Apple et iMessage. Et toute cette histoire ne fait que raconter au public et aux médias qui suivent cette histoire que ça reste iMessage le truc le plus important et le plus cool et qu'à côté Android n'est pas cool. C'est vraiment une tristesse absolue, mais bon. Salut Duchess Lord. Je pourrais pas te répondre, ça dépend de tes besoins, mais la M4 fonctionne toujours très bien. Bon. Est-ce qu'il serait capable de créer un abonnement pour iMessage Dito 999? Non. Apple a besoin d'iMessage comme outil de rétention de leurs utilisateurs au maximum. S'ils rendent iMessage payant, je pense qu'il va y avoir une grogne et ils pourraient perdre leurs utilisateurs et leurs utilisatrices, justement. Et donc, on revient à Apple. Et donc, je vous rappelle que Apple, il y a quelques jours, a annoncé la mise à jour en bêta et bientôt pour tout le monde de iOS 17.3. Et justement, on revient sur ce point-là. C'est que je vous avais montré que le meilleur moyen de ne pas se faire voler son téléphone aux États-Unis, c'était d'avoir un téléphone Android. On avait vu des cas assez dingos de gens qui se faisaient braquer et les voleurs leur rebalançaient à la gueule leur téléphone Android en mode j'en veux pas quoi. En mode je pourrais pas le revendre parce que personne n'en veut et je pourrais me faire choper parce que je suis traqué. Donc c'était une situation ubuesque. Bon. Les iPhones, eux, TKT, ça s'est toujours bien volé. Mais ce qui est important, c'est que désormais, eh bien, Apple a mis en place eh bien, une nouvelle couche de protection contre le vol. Pourquoi? Eh bien, aujourd'hui, je vous rappelle que le système de protection et de déverrouillage de téléphone le plus sophistiqué et le plus sûr dans le monde, c'est Face ID. Donc Face ID est beaucoup plus performant et sécurisé que le biométrique, qui lui-même est beaucoup plus performant et sécurisé que le code, évidemment. Donc c'est bien joli d'avoir Face ID sur votre iPhone en disant, en fait, effectivement, il va chercher 74 000 points en 3D pour me scanner. Il n'y a pas plus complexe. Globalement, Face ID est inviolable. Je ne pense pas que des gens aient réussi à le hacker. Désormais en plus, je vous rappelle que Face ID, le capteur Face ID, il est lié à l'écran. Donc les gens qui tentaient à l'époque de changer les écrans d'iPhone pour changer le bitonio, aujourd'hui si vous changez un écran d'iPhone de manière non certifiée, Face ID se bloque. Donc compliqué. Mais évidemment, vous dites, bah super, si je veux déloquer mon téléphone, attends, j'essaie de reloquer mon téléphone bien sûr, voilà. Si Face ID ne marche pas,
Je voudrais bien que tu... Voilà. Oh putain. Le problème, c'est que je voulais forcer le code à apparaître, mais dès que j'ai décaché le truc, Face ID est revenu. Si Face ID ne me reconnaît pas, évidemment, on revient au bon vieux code. Voilà, le code à 9 chiffres. Voilà. Enfin, 6 chiffres ou à 4 chiffres. Moi, il a 6 chiffres. Merci Kestikoun. Merci beaucoup Kestikoun pour ton sub. Et merci à vous dans la team. Donc, ce qui est compliqué, c'est que si vous avez Face ID en première intention, quand Face ID se bloque, pour une raison X ou Y, pour pas que ce soit trop radical, genre bah désolé, tu sors de chez le dentiste, t'as un pansement sur la joue, ou t'as la gueule déformée, ça ne marche pas, tu reviens à ce bon vieux code à 6 chiffres. Ça veut dire que sous les pavés de Face ID se trouve la plage des voleurs qui sont les codes à 6 chiffres qui sont toujours possibles. Et une fois qu'une personne connaît votre code à 6 chiffres, elle peut tout changer. Voilà. Et c'est pour ça qu'Apple a mis à jour cela. Et ce qui est intéressant, c'est pas tant cette news qui est un peu vieille, qui a quelques jours maintenant, c'est déjà comment ça fonctionne et comment fonctionne aussi le business des gens qui volaient les iPhones. Et c'est très intéressant puisque du coup on a eu un reportage très chouette du Wall Street Journal et de Joanna Stern, je vous rappelle qu'il est des meilleurs journalistes tech. Et alors je vous montre pas trop parce que je me fais un peu striker mes vidéos sur les replays YouTube en ce moment, donc assez vite. Et bien ici, elle a été voir un détenu qui s'est fait choper pour avoir volé pour des centaines de milliers, voire des millions d'euros d'iPhone. Voilà. C'est assez intéressant, je vous mets le lien. Merci Céléamas pour les subs, vous êtes très gentils aujourd'hui, hein. Merci beaucoup à vous. Je vous mets le lien dans le chat sur cette vidéo qui est très très cool. Mais qui explique que, déjà, la plupart des gens, ils ont des codes nuls à chier. Voilà. Ou alors, ils ont Face ID, mais en fait, pour lui, c'est hyper simple. Il y a même des vidéos de lui, en fait, des vidéos de surveillance de lui qu'il montre en action. Voilà, il y a même des victimes de cet homme qui sont interrogées. Et globalement, ce qu'il visait, c'était des bars de trentenaires ou de jeunes étudiants. Il visait des mecs qui étaient un peu rébous et pas très méfiants, et il arrivait en leur disant hey, est-ce que tu veux de la drogue, ou je t'ajoute sur mon Snapchat, je suis un rappeur, etc. Et il arrivait plus ou moins, ou est-ce que la personne lui passe son téléphone le temps qu'il ouvre le téléphone, il dit attends passe-moi ton code, j'arrive pas à ouvrir, mais la personne était un peu ivre, un peu insouciante, ou alors évidemment il avait des complices qui l'aidaient, et bien quand le mec déverrouillait son téléphone avec son code et non son Face ID, évidemment il chopait le code et il s'emparait du téléphone. Là où ça devient intéressant, c'est quand il explique tout le système derrière pour prendre le contrôle du téléphone. Et le mec il explique qu'en quelques secondes, en fait, eh bien, il arrive à rentrer dans les settings, à rentrer le code, à virer le portrait Face ID, à rechanger les mots de passe, à rentrer son visage en Face ID et en fait à loquer hors de son téléphone le propriétaire de l'iPhone en quelques minutes. Et après, évidemment, c'est parti, c'est la fiesta, puisque maintenant qu'il a mis son propre visage en Face ID, il a accès à tous les systèmes de paiement et le mec expliquait tout ce qu'il pouvait dépenser. Alors en plus, il disait globalement, la plupart des gens laissent leur mot de passe dans le bloc-notes. Bien sûr, c'est débile, mais c'est encore une fois, c'est une grande partie des gens. Hein. Je vous rappelle que 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 restent les deux mots de passe de loin les plus populaires au monde, et quand c'est pas admin. Et il expliquait tout ce qu'il faisait. Et ensuite, une fois qu'il avait vider le compte en banque de la victime qui avait passé la nuit à faire la fête et qui était un peu ivre-morte et qui se réveillait et qui allait passer une journée avec son assurance. Il allait aussi dépenser de l'argent avec Apple Pay, puis il prenait l'iPhone et il allait dépenser tout ce qu'il pouvait si la personne avait configuré un Apple Pay puisque son visage était désormais dedans. Et à la fin, il revendait l'iPhone. Il revendait l'iPhone et il se faisait beaucoup d'argent. Il se faisait jusqu'à $20 par week-end et il annonce avoir volé à la fin, causé pour plusieurs centaines de milliers, voire de millions de dollars de dommages d'iPhone volés, de matériel acheté avec des cartes des Apple Pay volées, évidemment d'avoir vidé des comptes en banque, des Venmo, des PayPal, etc. Et il a pris 94 semaines de prison. Je crois que c'est genre 8 ans peut-être. Dans son envie de mieux faire, parce qu'à la base il s'est mis à voler pour ses enfants, alors ça c'est storytelling, mais bon, après il dit clairement qu'il s'est complètement emballé avec ses potes, ils ont commencé à tout voler, à dépenser tout et n'importe quoi. Il a révélé tous ses secrets pour voir comment il arrivait à voler, comment il arrivait à engager une victime, engager la conversation avec une victime, comment il arrivait à trouver de lui-même ou pas le code à 6 chiffres, il rentrait et comment en quelques minutes il sortait la victime de son propre iPhone, il vidait tout ce qu'il pouvait vider et après il vendait le hardware.
Ah oui, je suis bête, il y a 52 semaines en un an. Oui, ça fait moins de ça, ouais. Je suis fatigué. Je crois qu'il a pris 94 semaines. Bon, je vous envoie sur la vidéo, mais bon, on n'est pas sur le nombre de vidéos. Disons qu'il a pris surtout cher parce qu'il a été accusé des fois de coups de pression ou de violence avec ses potes pour avoir le code, plutôt que sur le vol lui-même qui sont la plupart du temps assurés. Là où c'est intéressant, c'est que donc Johanna Stern lui demande de montrer comment il fait. Et après, du coup, elle montre les nouvelles fonctionnalités. Et donc, vous allez avoir des fonctionnalités intéressantes dans iOS 17.3 qui vont être par exemple que si vous décidez de changer par exemple votre Face ID dans votre téléphone va attendre 1 heure avant de revalider un nouveau visage. Donc, encore une fois, les nouvelles fonctionnalités anti-vol de l'iPhone ne sont pas activées de base parce qu'elles peuvent être contraignantes pour des gens. Mais quand vous les activez, elles vont faire en sorte que le changement du mot de passe maître, le changement de visage, etc., demande du temps. Des fois, votre téléphone va même vous demander d'autres systèmes d'identification, etc., etc. Et évidemment, c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui est intéressant, c'est que on s'est bien rendu compte que aussi sécurisé sur un téléphone, un téléphone n'est jamais, enfin n'importe quel système n'est jamais aussi bon que son maillon le plus faible. Et quand ton maillon le plus faible, ça reste un code à 6 chiffres, c'est facile de voir par-dessus une épaule. Et aujourd'hui, un peu de la même manière que quand tu vas retirer de l'argent à un distributeur, tu te mets devant le clavier pour pas voir que les gens voient ton code. Là, c'est pareil sur ton téléphone. Quand vous sortez votre code parce que Face ID ne fonctionne pas, mettez votre main dessus, ne le montrez pas, évidemment. Donc, là où c'est aussi intéressant, c'est qu'à un moment, on revient à cette histoire. Attends, il faut que je trouve le sous-titre parce que c'est quand même très drôle. Je vous le montre là. Donc voilà, il arrivait à vendre 500-650 € un iPhone Pro, 300-400 pour un iPhone normal. On lui demande... donc il volait entre 10 et 30 téléphones sur un week-end, il se faisait 20 000 $. Mais à un moment on lui demande, mais pourquoi tu voles pas des téléphones Android ? Et même s'il a volé quelques téléphones Android, globalement il est en mode... non, c'est... On se concentre sur les iPhones les gars, on se concentre... Vraiment on se concentre sur les iPhones parce que voilà quoi. Donc je vous rappelle, l'antivol number one aux États-Unis c'est pas d'avoir Face ID, c'est d'avoir un téléphone Android, je vous le rappelle. Vous avez un téléphone Android aux États-Unis, même si c'est un Samsung à 1500 balles, vous êtes sécurisé. Donc Apple, ils font bien rigoler avec leur Face ID super technologique, ultra sécurisé de ouf. Derrière, il y a plus sécurisé qu'un iPhone. Donc là, de la même manière qu'on avait vu cette histoire de gens qui s'étaient fait rendre leur téléphone Android, là, vous voyez, même un voleur professionnel qui a volé pour des millions de $, votre téléphone Android, il ira même pas vous voir dans le bar, quoi. Il va juste chercher les gars un peu bourrés qui ont un iPhone. Et justement, il regardait plutôt, il cherchait les fameux triple objectifs des iPhone Pro par rapport au double objectif des iPhones, parce qu'évidemment, il les revendait plus cher. Donc vraiment, il savait cibler, quoi. Salut Tony Truand, merci beaucoup. J'ai reçu ton petit message, c'était adorable. Très touchant à toi. Merci, c'est adorable. Mais allez voir ce reportage de Johanna Stern, il est très très chouette pour le WSJ, ça dure 10 minutes, et c'est pas tous les jours que tu peux aller en prison interviewer face à face un voleur qui te raconte en fait toutes ses méthodes. Combien il revendait, comment il revendait, comment il cible ses victimes et tout, c'est vraiment intéressant, Et évidemment, ça revient sur cette idée que Johanna Stern, justement, elle enquêtait depuis des mois et des mois sur les vols autour des iPhones et comment les voleurs faisaient, mais elle demandait à Apple, mais qu'est-ce que vous allez faire ? Parce qu'en fait, vous êtes bien joli, mais aujourd'hui, changer un code à 6 chiffres, c'est quand même plutôt simple, et de ce code à 6 chiffres, vous pouvez tout faire découler. Vous pouvez changer le mot de passe maître, vous pouvez changer Face ID, vous pouvez tout faire.
Donc la 17.3 elle va arriver en 2024, mais je ne sais pas quand, parce qu'elle est déjà dispo en bêta. Moi, je crois que, attendez, est-ce que mon iPhone il propose la 17.3 en bêta? Ça devrait être possible, ouais, c'est très possible. Je l'ai pas téléchargé en plus. Bah voilà, regardez, hop. J'ai la 17.3 en bêta. Je suis en train de dire, est-ce que je vous montre des informations sensibles? Non, j'ai la 17.3 en bêta, je vais l'installer dès maintenant. Incroyable. Regardez-moi ce live, un homme installe une bêta devant vous et il va évidemment se protéger des voleurs. Après voilà, je pense que je vais plutôt acheter une coque d'iPhone qui fait ressembler cet iPhone à un téléphone Android et je serai encore plus safe. Salut les anneaux d'Ort. Salut Karine. Bon vendredi à toi aussi. iPhone égale Jean Riche à ses yeux sûrement, dit Malboro. Il y a de ça, mais il y a aussi que, comme je vous le disais, il y a un syndrome très spécifiquement, enfin américain, nord-américain, qui fait que Android n'a pas du tout la cote. Donc les gens s'en foutent des téléphones Android et tout le monde veut des iPhones. Donc quand toi t'es un voleur, un bicraveur, t'as intérêt, pour le risque que tu prends, qui est un risque égal, qui est j'ai volé le téléphone de quelqu'un, t'as intérêt à revendre un téléphone $600 plutôt que 100. Astuce pour éviter les vols, ils sont bronzes, toujours paraître moins riche que son voisin. Donc en gros, tu jettes ton voisin en pâture au voleur, quoi. Est-ce qu'on peut avoir le lien de l'interview des T-Perfect-Slayer? Bien sûr, je vous la remets. Donc je vous rappelle, Johanna Stern, qui est une des meilleures journalistes tech du game, hein, qui bosse pour le Wall Street Journal, a été faire cette interview pour justement... elle disait, ça faisait plusieurs semaines que nous, on prépare cette interview et qu'on interrogeait Apple par rapport au système de vol. Et donc ils ont publié évidemment dans le timing où Apple a publié la version 17.3 avec ce nouveau système anti-vol qui est dans votre iPhone, en plus des systèmes de sécurité. Donc assez intéressant. Et puis si vous voulez le pitch, je vous mets un petit lien de chez West France. Hein, bien sûr. West Coast les bros. De chez West France pour iOS 17.3. Voilà. Irène Cassa, j'en ai déjà entendu parler, ouais. Tony B qui dit on a volé mon iPhone 12 mini récemment, il est à l'étranger, les emails ne sont pas bloqués. Ah bah moi tu peux loquer ton iPhone à distance, hein. Morgot il dit mon épouse a un Redmi Note 7 tout pourri, on a essayé de lui voler 3 fois en 4 ans. Ah vraiment, ces voleurs sont des amateurs, hein. C'est depuis toujours ce côté iPhone et Street Cred aux États-Unis, dit Eldra. Oui, il y a une... 2013-2016 a été un peu plus dur pour l'iPhone parce que Android a vraiment pris de la puissance à ce moment-là. Mais après, Apple a quand même un côté, c'est une marque américaine dont les Américains sont très très fiers. Il y a un cool factor, encore une fois, que Apple a et que personne n'a. Encore une fois, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. J'ai pas dit qu'Apple était plus cool ou meilleur que les concurrents, mais ils ont un cool factor que très peu de concurrents ont parce que c'est quasiment Apple qui s'est lancé en premier dans le côté, je vous le disais souvent, hein, affectif de la tech, cool de la tech, hein. C'était les professionnels, les créatifs qui utilisaient des Mac, c'est les stars et les people qui utilisent les iPhones, etc. Bref. Et après, les produits sont bons. Donc, mais voilà. Après, on parle d'iMessage parce que justement, iMessage, j'ai une manière de te dire, waouh, c'est trop bien. Et effectivement, iMessage, ça marche très très bien. Mais c'est aussi une manière de te dire, ah bah si tu quittes Apple, tu perds tout ce que tu avais créé sur iMessage. Donc il y a plein de sources qui expliquent que Apple est très très populaire aux États-Unis et dans certains pays comme aussi la Chine et le Japon où Apple est vraiment très populaire et par exemple moins en France. Voilà. En France on est quand même plus dans une idée du rapport qualité-prix globalement et de dépenser moins. Et donc en France Android a une part de marché qui est bien supérieure aux États-Unis, quoi. T-Perfect-Slayer, Android aussi est une marque américaine. Alors, T-Perfect-Slayer, c'est plus compliqué que ça, parce qu'on dit souvent iPhone contre Android, ce qui montre bien, encore une fois, le décalage de perception. L'iPhone est un produit.
Android est un OS. Donc déjà c'est très différent. Déjà il y a un côté genre un écosystème entier contre un produit, ou une gamme de produits qui sont l'iPhone. Et puis après, même si Android est américain, parce que c'est Google qui est derrière, Google n'a aucun cool factor aux États-Unis en fait. Tout le monde utilise Google, mais Google, il n'y a rien de sexy à acheter un des produits Google. Puisqu'ils n'ont jamais taffé là-dessus à la base. C'est une société, c'est une régie publicitaire qui fait des services très pratiques, hein, mais voilà. Et Android est un OS qui est utilisé sur des téléphones indiens, français, chinois, américains. Enfin, Android n'a pas de nationalité, il n'y a pas une couleur, on va dire. Android, comme il n'y a pas une couleur un peu Windows, quoi. Même si Windows c'est américain, il n'y a pas une... Il n'y a pas cet effet d'écosystème, encore une fois. Et l'effet d'écosystème qui fait que Apple est très unifié autour de l'iPhone et autour d'iOS, etc. Ça envoie un message qui est beaucoup plus clair, beaucoup plus puissant. Comparé encore une fois avec Nintendo, avec la Switch et Sony avec PlayStation, qui sont des écosystèmes qui sont très très identifiés, très clairs à comprendre, et qui font aussi que beaucoup de gens s'identifient plus à ça. Ouais, mon téléphone est à jour, c'est incroyable. Alors, let's go. J'étais en train de faire mon code devant vous. Hein. Putain, quel blaireau. Incroyable du cul. Alors, mise à jour terminée. Let's go. Protection de vol en cas de l'appareil. Alors, j'active bien sûr. C'est la bêta preview. Si je me retrouve bloqué à l'extérieur de mon iPhone, ça va être compliqué. Bon. Je vais aller dans les préférences. Où est-ce que c'est? Sécurité. Je sais plus où c'est le système. Il faut que je vois dans la vidéo. Hein. Je suis en train de découvrir avec vous en direct. Face ID et code. Ouais, quand je rentre dans le système Face ID et code, je dois rentrer mon code. Voilà. Mais j'ai l'option protection en cas de vol de l'appareil aussi. Désactiver ou activer la protection. Désactiver le code, changer le code. Bon, faudra que je regarde plus en détail pour tester ça. Allez. On enchaîne parce qu'il est déjà 13h09, le temps passe très vite. Le temps passe très vite. Bienvenue aux nouveaux followers et nouveaux followers. On est déjà 25 732 quand même, hein. C'est intéressant quand même cette idée de renforcer l'antivol de l'iPhone quand même. Au-delà du cas de l'iPhone aux États-Unis ou dans le monde. Bon. 2 petites secondes. On reste dans le software. Avec un petit bonjour Beb Galactos. Beb Galactos. Bonjour Ghostak aussi. On continue avec le software avec ici une petite découverte. Évidemment, un truc à l'ancienne. On a découvert que des intelligences artificielles ou alors des LLM, donc des modèles de langage, s'étaient entraînés sur plein de contenus massivement, évidemment, pour être performants. Il s'avère que les bibliothèques de Stanford ont publié un rapport qui explique que certains datasets vachement utilisés, comme le Lion 5B, on leur a aussi nourri de la pédopornographie, tout simplement, en toute simplicité. Voilà, en toute simplicité, je vous mets le lien dans le chat tout de suite. Parce que why not, hein, j'ai envie de vous dire. Je vous rappelle que on est dans un moment assez fascinant et puis assez glauque où tout le monde lance des LLM, tout le monde lance des services autour de ces LLM.
et qu'on ne sait pas exactement comment réfléchissent, comment fonctionnent les datasets, enfin quels sont les datasets, comment les intelligences artificielles et le machine learning fonctionnent avec ces datasets. Bref, il y a un grand flou. Je vais notamment parler de un peu cette culture de la boîte noire autour de pas mal de services. Et là, en fait, on parle aussi de plus en plus d'un manque de transparence, évidemment, des entreprises autour des intelligences artificielles. Quel est l'algorithme de base? Comment c'est entraîné? Quel est le dataset? Quelles sont les règles de oui ou de non, etc. Bon, là, eh bien, on voit que selon cette enquête, plusieurs instances de CASM, donc pour les CASM, c'est le Child Sexual and Abuse Material, je crois. Children ou Sexual and Abuse Material, bon bref, du matériel pédopornographique, ont été retrouvés dans le dataset d'entraînement de Lion 5B. Voilà. J'ai envie de dire, c'est toujours pareil, hein. Quand tu fais la course, tu vas envoyer le max de données. Je pense qu'à un moment, tu ne sais même plus ce que tu envoies. Hein. Tu vas dire, vas-y, pompe Wikipédia, ok, vas-y, pompe Twitter, ok, pompe toute la littérature open source libre de droit, ok, pompe même les trucs qui sont sous copyright, let's go. C'est quoi ce truc-là, Pornhub? Vas-y, let's go, on prend tout. 8chan, c'est quoi? Je sais pas, il y a beaucoup d'utilisateurs, ouais, tu prends tout, tu prends tout. Ça va être compliqué. Vu la taille des datasets qu'utilisent aujourd'hui les plus gros LLM qui ont eux-mêmes entre 7 et 20 milliards de critères, je pense qu'à un moment, je sais pas, hein, je m'y connais pas très bien, mais les gens qui feed ces systèmes-là, ils y vont à la pelleteuse, quoi. Je pense qu'à un moment, ils y vont à la pelleteuse. Ils se posent même plus la question de vraiment d'où vient le truc, est-ce que c'est propre ou pas. Et puis, au-delà du gag glauque qu'on peut faire autour du fait qu'il y a du matériel pornographique qui se retrouve dans la mixture d'une intelligence artificielle ou d'un dataset qui va servir de base à plusieurs intelligences artificielles, ce que je trouve encore plus effrayant, c'est l'inconnu. C'est-à-dire que quel est le dosage que fait une IA par rapport à ce que tu lui demandes, par rapport au dataset à laquelle elle est nourrie? Est-ce que une infinitésimale partie d'un contenu pornographique va filtrer, mais de manière non dangereuse, un peu homéopathique, j'ai envie de dire, des bisous au laboratoire Boiron, bien sûr. C'est ça qu'en fait je trouve dingue, c'est que tu ne connais ni l'algorithme, ni bien le dataset, ni l'évolution de l'algorithme. Et bon, après, est-ce qu'on connaissait vraiment les algorithmes qui présidaient à Google Search? Non. Mais là, dans l'idée où effectivement même les développeurs disent désormais nous non plus on ne comprend pas exactement comment fonctionnent nos services et nos IA, notre machine learning, on est quand même dans un... j'ai l'impression qu'on est à bord d'un navire qui va très très vite, mais dont on ne sait pas trop qui pilote le navire, quoi. Voilà. Et il y a des biais, évidemment, Bob Kayak, bien sûr. Il y a des biais dans tous les sens. C'est glauque tout ça. Hein. Ça me fait plaisir. Si on restait dans les trucs glauques... Si on restait dans les trucs glauques, on va maintenant parler du service qui s'appelle Substack. Donc pour les gens qui ne connaissent pas Substack, Substack est le service de newsletter le plus populaire au monde, et beaucoup notamment de journalistes, et même moi j'hésitais à le faire un moment, ont lancé leur propre média via newsletter. Il y a un retour en grâce, notamment chez les adultes actifs de la newsletter, en mode je suis débordé dans la vie, je n'ai pas le temps de passer mes journées sur les réseaux sociaux comme mes enfants, voilà. Et en fait, j'ai besoin qu'on me push vers moi, évidemment, l'information. Donc la newsletter qui était un peu tombée en désuétude il y a 10-15 ans, est revenue en force ces dernières années, puisque il y a des newsletters qui ressemblent vraiment à une page de magazine avec des liens, etc. Donc par exemple, je sais que moi c'est un des
projet, c'est pas le projet numéro 1, mais c'est un projet potentiel, si quelqu'un va m'aider dessus, c'est de faire une newsletter hebdomadaire. Donc là, je finis le stream avec vous à 16h, par exemple, et je compile les meilleurs liens de toute la semaine, j'en fais une newsletter drôle et je la publie, et Substack a un moyen pour notamment monétiser ça et pour payer les créateurs de contenu qui passent par les newsletters. Donc Substack est vraiment connu pour cela. Le truc, c'est que, évidemment, de plus en plus de personnes, ces dernières années, se sont inscrites sur Substack pour créer leur média newsletter et publier des choses, quoi. Et on revient à l'éternelle question de quelle est la responsabilité d'une plateforme dans un monde d'UGC, donc UGC, User Generated Content, avec le fameux « nous, on ne produit rien, on ne fait qu'aider des créateurs de contenu à diffuser les choses ». Question qui s'est posée avec YouTube, question qui s'est posée avec les enchères Yahoo, je vais y revenir, question qui s'est posée avec Facebook, etc. Est-ce qu'une plateforme a un rôle éditorial et politique dans le contenu qu'elle délivre? Puis après, on ne parlera même pas des algorithmes. Mais voilà. C'est le cas aujourd'hui avec Substack, puisque Substack est accusé par un nombre grandissant de leurs membres d'autoriser des néo-nazis à publier des newsletters à caractère fasciste, et en même temps, en plus aussi, de leur ouvrir les possibilités de monétiser leur contenu, parce que Substack, encore une fois, c'est pour monétiser le contenu. Une lettre ouverte a été partagée, je vous la mets dans le chat. Une lettre ouverte a été partagée par 247 membres éminents de Substack. Vous voyez ici 247 participants, repris par des grands médias américains, et qui disent pourquoi est-ce que vous embarquez sur votre plateforme des nazis, et pourquoi vous leur donnez accès à la monétisation comme n'importe quel créateur de contenu. Un nazi est-il un créateur de contenu comme un autre? Vous avez évidemment 2 heures, voilà. Donc il y a eu des lettres, et ça fait plusieurs fois que Substack esquivait un peu, évidemment, la question. Et là, Substack, ils ont essayé de ne pas esquiver la question, et ils ont juste décidé de faire un doigt à tout le monde, tout simplement. Je vous envoie aussi le lien vers cette petite réponse ici de Hamish McKenzie, qui est le boss de Substack, et qui dit, en gros, on n'aime pas les nazis, mais on aime encore moins la censure, et censurer les nazis, ça n'aidera pas la cause, voire pire. Donc on va continuer à faire de l'argent avec des nazis, parce que c'est peut-être notre manière à nous de lutter contre les nazis. Merci beaucoup Amish, merci beaucoup Chris, merci beaucoup Jeraj, merci beaucoup Substack. Ça sent le deuxième épisode d'une trilogie où Substack, je pense, va se faire brûler la gueule, hein, parce que vous le connaissez, hein, les années 2010 ont quand même été la grande décennie de la gueule de bois sur la liberté d'expression. Internet était né sur une sorte d'idée qu'on aurait une liberté d'expression totale, et beaucoup de réseaux sociaux se sont lancés en disant on veut être les champions de la liberté d'expression totale. Justement, c'est ça, et la vraie démocratie, c'est la liberté d'expression totale, même les gens qui ont des trucs problématiques, en fait, tout va s'autoréguler. Et on a vu que beaucoup de plateformes comme Reddit, c'était tellement devenu un cancer, parce que, encore une fois, quand vous rentrez dans une salle et que vous mettez 20 personnes et 2 connards, à la fin, c'est les 2 connards qui gagnent. Évidemment, les réseaux sociaux ont été une expérience sociale énorme là-dessus, et tous les réseaux sociaux dans les années 2010 ont dû revenir en arrière, enfin plutôt à partir de 2015, ont dû revenir en arrière en disant effectivement, la liberté totale d'expression ne fonctionne pas. C'est une utopie. C'est moi, en théorie, je pense qu'on devrait être tous et toutes libres de dire ce qu'on veut. Mais dans les faits, ça ne marche pas comme ça. Tu es obligé de modérer, tu es obligé de réguler. Et ça nous paraît évident aujourd'hui. Mais à l'époque, ça avait fait énormément discuter, et beaucoup de gens avaient dit à Reddit, vous trahissez l'esprit de Reddit et de l'internet libre. Beaucoup de gens avaient dit, je me casse sur 4chan, et puis après on avait dit même au boss de 4chan, Christopher Poole, tu trahis l'esprit de 4chan, parce que putain, on peut plus poster des menaces de viol, on peut plus poster des trucs interdits sur le réseau. Oh merde, la liberté d'expression, alors on se casse sur 8chan, etc., etc. Donc même des bastions de cette liberté d'expression totale qui était 4chan et Reddit ont dû revenir en arrière, tellement que c'était vraiment dangereux, en fait. C'était dangereux.
Donc selon la liberté d'expression, aujourd'hui on est dans des environnements qui sont réglementés. Tu peux dire énormément de choses sur des réseaux sociaux, bien plus qu'encore une fois il y a 20-30 ans où on n'avait même pas d'accès à des expressions publiques. Mais en fait tu suis la loi, quoi. Pas de menaces de mort, pas de haine, etc., etc. Et puis les plateformes sont elles-mêmes plus ou moins fermes sur l'attitude à avoir. Donc voilà, entre X et Twitter et Instagram, vous voyez, c'est de ça deux ambiances. Et donc on se trompe souvent entre la théorie évidemment et la pratique. Mais ce qui est fou, c'est que Substack, qui est une plateforme qui cartonne notamment auprès des journalistes à la mode ces dernières années, donc qui est un peu au courant de ce que c'est que la création de contenu, je trouve ça dingue que Substack en 2023 tombe dans ce propre piège qui est classique, hein, encore une fois. Hein. Plus ta plateforme a du succès, plus tu attires des gens et moins c'est cool. Et plus il faut modérer, et plus il faut gérer les gens. Et eux, ils comprennent pas. Donc ils vont se retrouver encore une fois avec un virus qui va être... Tous les fascistes du coin vont se dire « Ah bah c'est bon, on a une plateforme pour pouvoir y aller » et qui vont commencer à venir phagocyter l'audience, l'ambiance et encore. Et après, Substack va se prendre un procès parce qu'il y a quelqu'un qui a posté, je sais pas, une croix gammée ou un brûler les Arabes dans une newsletter. Et Substack, ils se retrouveront comme des cons. Juste pour être clair, nous non plus on n'aime pas les nazis. On aimerait que personne ne soit nazi. Mais, le même avec le barrage, je suis pas raciste, mais il y a des gens qui portent ces valeurs. Voilà. En sachant ça, on pense qu'il faut quand même les laisser parler et on doit pouvoir les monétiser, sinon ce serait peut-être pire. Nous pensons que soutenir les droits individuels et les libertés civiles, donc très américains, tout en gardant la plupart des idées, des théories disponibles à travers des discours et des discussions ouvertes, c'est le meilleur moyen de désarmer les mauvaises idées. Et putain, mais mec, ça fait 10 ans que 20 millions de plateformes se sont toutes pété les dents sur ce concept et sont toutes revenues exactement à l'inverse de ça, quoi. C'est ouf. En fait, cette naïveté en 2023 sur une plateforme qui, en plus, encore une fois, c'est pas n'importe quelle plateforme. Substack, c'est pas une plateforme un peu OSEF. C'est une plateforme pour du contenu très ciblé, pour des gens très ciblés, etc. C'est un truc qui est très adulte, mature, CSP+, audience qualifiée, vous appelez ça comme vous voulez, quoi. J'ai l'impression de voir Christopher Poole discuter en 2005, quoi. Est-ce qu'il y a des alternatives à Substack, dit Peeves? Oui, tout à fait. Et vous le savez, hein, c'est un peu comme pour Reddit et pour les autres réseaux, c'est qu'ils vont attendre que les gens s'en aillent pour de vrai, que des alternatives se montent et qu'elles viennent littéralement vampiriser leur audience pour dire « Ok, on vous a entendu, la communauté, merci pour vos retours passionnés, merci encore une fois de lancer la discussion avec nous. Ok, on va dire aux nazis d'arrêter de gagner de l'argent avec nous. Voilà, merci à la communauté. » Mais des fois c'est trop tard. Il y a des plateformes comme ça qui se sont fait assécher la gueule avant de comprendre leur erreur. Reddit est passé pas loin de la catastrophe. Hein. Reddit à un moment a été le berceau des pires subreddits qui préparaient des guerres civiles ou qui faisaient vivre le Gamergate. Et ça a failli coûter à Reddit en fait. À un moment ça a failli coûter à Reddit. Donc... Il va juste faire de l'argent sous prétexte de la liberté d'expression. J'ai l'impression, avec Kill Bill, il y a plusieurs personnes qui l'ont dit comme toi, c'est ce que je me suis dit au début. Est-ce que, dans cette sorte de grand cynisme de l'entrepreneuriat, tu défends un truc politique pour en fait juste te dire je veux pas me fermer une partie de mon public qui va payer, quoi. Mais, est-ce que, parce que je vous rappelle que
heureusement que en 2023, les néo-nazis sont des personnes minoritaires dans le monde. C'est des mouvements minoritaires, mais des mouvements par contre qui sont extrêmement polarisants, qui prennent beaucoup de place dans le débat public, qui font beaucoup de bruit. Mais est-ce que pour garder cette minorité toxique, tu risques de perdre la majorité de tes créateurs de contenu qui, eux, fournissent le gros de l'audience? Après, je vous rappelle que ça a été la grande question, parce qu'on a découvert dans les Facebook Files et dans toutes les enquêtes Facebook à partir de 2016 que Facebook avait mis en place des algorithmes qui mettaient en avant les contenus, les posts, les groupes les plus polarisants, comme ils disent poliment, parce que ça crée de l'engagement. Évidemment, si je poste sur Twitter, j'ai regardé une vidéo de Squeezie, point. Et si je poste sur une vidéo de Twitter, Squeezie est un connard, ma vérité, thread 1 sur N, vous savez très bien quel tweet va faire le plus de vues, évidemment. Donc ce cancer des années 2010, c'est qu'on s'est rendu compte qu'évidemment le drama et le clash faisaient de l'audience. Et d'un point de vue politique, et bien évidemment, quand t'es Joe Biden, tu soulèves moins les foules pour ou contre toi, que quand t'es un néo-nazi. Voilà. Quand t'es Joe Biden, que tu sois bon ou pas bon, bah, globalement, d'un point de vue purement dans l'industrie des plateformes de contenu, t'es pas rentable, t'es tiède, voilà. Mais toutes ces leçons, on les a vues en fait, on les a vues il y a des années, et ça a coûté très très cher à tout le monde, voilà. Que Substack tombe encore dedans, ça me rend un peu ouf. J'hallucine un petit peu. Hop, je panique quelqu'un. Salut Crowser, salut Lolilol. Je suis étonné, hein, vraiment, je suis très étonné que... Je vous ai mis le lien vers la réponse de Substack, qui est littéralement hors sol. Hein. Parce que c'est vraiment une réponse, on dirait une réponse de 2013, et on sait à chaque fois ce que ça a donné des catastrophes pour l'entreprise. Hein. Salut Adoucissant. Aïe aïe aïe, Lolilol qui a acheté un clavier mécanique. Oh là là, Lolilol, merci à toi. C'est quoi, j'ai envie de t'offrir un sub. Si je pouvais t'offrir un sub. Les gens qui achètent des trucs à cause de moi, je devrais leur acheter des subs. Bon, ça me coûtait cher en fait. Non, je vais pas t'acheter de sub en fait. Mais Lolilol, dis-nous vite ce que t'as acheté, bien sûr. Évidemment, dis-nous vite ce que t'as acheté. Et j'avoue, je kiffe le son de mon Keychron V3. Ah là 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 là. Bon, très bon choix. Tony Truant qui a acheté des loupes à sa femme suite à mon live. Ah bah j'espère qu'elle kiffe bien. Moi j'utilise mes loupes dès que je sors dans la rue. Voilà, je mets mes loupes sur les oreilles, je suis très content. Bonjour Rachel, bienvenue à toi aujourd'hui. Une Chips Mask qui dit j'ai acheté le Criterium et le clavier mécanique. Oh là là. Il faut que je lance ma newsletter Substack, hein, bien sûr. Hein. Elle a claqué le silicone unique en les mettant du Tony Truant. Non, ça se déclipse, ça se reclipse en fait. Tu peux le remettre. Jongleur qui dit mec, j'ai pris un Watercraft en les voyant la semaine dernière. Incredible, putain. Oh là là, mais en fait, il y a des gens qui se régalent plus que moi ici. Si j'avais le temps, parce qu'il est déjà 13h30, je vous montrerai ce que j'ai acheté, mais bref. Bon. Quoi qu'il arrive, je suis content si mes super conseils non affiliés vous permettent de découvrir des marques et des bons produits. Hein. Je vous rappelle, consommez moins, mais consommez mieux. Voilà. À cause de toi, là, je vais rentrer dans le game des couteaux. Aïe, 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 aïe. Vous me faites plaisir, j'ai l'impression que vous êtes mes bébés. Vous êtes mes bébés du Vortex. Bienvenue dans le Vortex, non, je vais arrêter de dire vous êtes mes enfants parce que ça va faire un peu Julien Chaise ou Hanouna. Là. On va rester entre adultes, on n'est pas dans les amours, on est une famille tous ensemble. On est entre adultes consentants et presque irresponsables. Mais voilà. Mais ça me fait très plaisir. Écoutez, si vous découvrez des marques et des passions, mettez-vous bien. Il faut vraiment des liens traqués. Ouais, mais je suis, encore une fois, vous le savez, hein, je suis un mec de contenu, mais je suis pas un très bon businessman. Il faut que je mette tout ça en place. Voilà.
Zoupi qui a acheté un Laserman de survie ici. J'imagine le signal. Artekil qui est en pleine recherche de décès. Ah là 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 là. Aïe 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 aïe. Je voudrais vous montrer le fidget toy néo-zélandais que j'ai reçu là. Quand je vais vous donner le prix, vous allez me hurler dessus, mais j'ai promis à ma meuf que je l'ouvrirai ce soir parce que c'est mon cadeau d'anniversaire qui vient d'arriver. Donc on l'ouvre ensemble, mais je vous le montrerai à la rentrée. Vous allez péter un câble. Vous allez péter un câble. J'ai presque envie d'acheter un micro dédié pour le son de ce fidget toy. Bref. Rachel qui dit ça fait un mois que j'utilise une broche à dents Philips Cher à cause de toi, en vrai je suis satisfaite. Bravo, écoutez, vous me faites plaisir. Alors, mon conseil conso aujourd'hui, n'allez pas sur Substack. Voilà. Attendez peut-être que Substack comprenne que les nazis c'est pas bien. Et puis après, on en reparle ensemble. Les Ormans en cours de négociation, dit le moche. Je connais un certain membre de cette communauté dans le chat qui m'a envoyé une photo ce matin du Laserman Arc qu'il s'est acheté pour Noël. Un beau bébé. Justement, on continue. Avec ici, alors, je vous le précise, je n'ai pas lu, mais j'étais mort de rire quand j'ai vu ça. The Verge, évidemment, les meilleurs, qui ont fait un guide d'une année. Une année sur Twitter, une année du chaos. Avec, j'adore parce que vous pouvez avoir un mode petit chat, tout simple, ou un mode full chaos. Voilà. Ah, c'est Rémi, voilà. Je voulais pas dénoncer Rémi dans le chat. Mais écoute, Rémi, si tu te dénonces toi-même, il a acheté un Laserman Arc et je suis archi jaloux de lui. Voilà. Et ils ont fait toute une série d'articles sur, cette année, qui restera un des grands faits de 2023, comment Elon Musk a réussi à tuer Twitter en quelques mois. C'est un dossier. Alors, j'ai commencé à lire les 2 premiers articles, mais parce qu'il y a plusieurs articles. Et je vous rappelle qu'il va y avoir aussi un livre qui va sortir au mois de février. The Year Twitter Died. Voilà. Très beau scrolling, encore une fois. Et donc, Zoé Schiffer, que vous voyez ici, qui travaille avec Casey Newton, eh bien, Zoé Schiffer va publier notamment un livre en février qui retrace de manière chirurgicale, avec évidemment tout ce que nous on sait et qu'on a pu lire, mais aussi des interviews de beaucoup de personnes qui ont bossé chez Twitter en interne et qui connaissent ce dossier de près, sur comment ça s'est passé un an de Twitter en interne. Et donc, vous avez ici ces articles. Si vous voulez avoir une sorte de synthèse, même si la saga Twitter/X n'est pas terminée, mais c'est vrai qu'on aura vécu une année complètement dingue. Voilà, je vous lis dans le chat avec tout ce que vous avez acheté grâce à moi, vous vraiment me faites chaud au cœur. Allez-y. C'est assez incroyable, et notamment dans l'occasion d'en reparler tout à l'heure avec Samora, avec Lydia, avec Daz, sur nos coups de cœur et nos flops côté tech. Moi, mon flop, c'est pas tant Twitter que maintenant je sais plus où poster, quoi. Voilà, je suis en train de triple poster entre Twitter, Threads et Blue Sky, et Mastodon que j'ai abandonné, mais c'est un grand bordel, évidemment. Donc allez, je vous ai mis le lien dans le chat, allez vous attaquer à ce dossier. Ça sent la bonne lecture pendant les vacances. Là. Vous avez 10 jours de off en famille. Il y a bien un moment où la discussion va commencer à se barrer un peu en vrille en disant « Oui, mais bon, Dupond-Moretti, bon voilà ». C'est le moment où vous allez quitter vos oncles et tantes de table et vous allez vous poser dans le canapé pour lire ce gros dossier de The Verge sur Twitter qui... Voilà, moi j'ai commencé à lire Extremely Softcore et Goodbye to All That Harassment et c'est archi bien, c'est assez passionnant. Et on pourra parler du fait divers, notamment dans les coups de cœur de tech, mais il y a plein de questions intéressantes. Allez, on continue. Ah, je suis gouré du coup là, j'aime pas ça quand je suis en live avec vous et que je me rends compte que j'ai chié une transition. Bref. Pardon, gros mot. J'ai loupé une transition. Je vous ai parlé de l'intelligence artificielle dont une partie du dataset était composée de matériel pédopornographique. J'aurais dû laisser là-dessus, puisque désormais, eh bien, l'Union européenne reconnaît. Est-ce que c'est une
est-ce que c'est une consécration ou pas? Mais l'Union Européenne, désormais, reconnaît que Pornhub, StreamChat et Xvideo sont des VLOP. Voilà, alors les VLOP, c'est pas des flops, c'est pas des vlogs, c'est pas des vlogs, c'est pas des teraflops. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est des very large online platforms. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que désormais, ce sont considérés comme des réseaux de plus de 45 millions de membres et d'utilisateurs actifs mensuels. Et je vous rappelle que, eh bien, dans le cadre des Digital Services Act et des Digital, je sais plus, DSA et DMA, je sais plus, on demande des comptes assez sérieux aux très grosses plateformes de plus de 45 millions de membres, et notamment de filtrer qui y va et qui n'y va pas. Donc cette rentrée dans le petit club, dans le petit carré VIP des VLOPS en Europe, ça veut surtout dire pour Pornhub, Xvideo et StreamChat, et je vous jure, full premier degré, je ne vous mens pas, que je connais pas StreamChat, je ne savais même pas que ce service existait. Bon, Pornhub et Xvideo, je connais, mais StreamChat, je ne savais pas. Eh bien, qui vont désormais avoir des obligations spécifiques. Voilà. Et ça va évidemment être le bordel. En gros, ce que l'Union Européenne va leur demander, c'est d'être beaucoup plus strict et beaucoup plus regardant sur qui peut regarder, justement. Ouais. Plus grosse modération du contenu. Hein. Des bisous Substack. Hein. J'ai hâte que Substack devienne un VLOP européen pour voir comment ils vont gérer ça. Plus grosse protection des mineurs, notamment sur l'accès à leur contenu. Plus de transparence, bien sûr, et de partage d'informations. Je vous rappelle que ce soit en Alabama, non, en Arkansas ou au Royaume-Uni en ce moment, je vous chronique et je suis un peu les tentatives des régulateurs d'empêcher les mineurs d'avoir accès à du matériel pornographique. C'est évidemment un petit syndrome du château dans le sable face à la mer. Hein. Je pense que c'est impossible, mais bon, on tente, bien sûr, peut-être des fois pour faire plaisir à des élus, des assos, des électeurs et des électrices, c'est quasiment impossible. Mais c'est intéressant que l'Union Européenne reconnaisse très formellement ces trois plateformes de cul et qu'elles les mettent à la même... Elles sont désormais soumises aux mêmes exigences que Facebook, qu'Instagram, Twitter et compagnie en Europe. C'est pas le rôle des parents de protéger les mineurs d'Hiro Tunju. Si, mais je pense que du coup t'es pas parent, toi tu sais pas ce que c'est que l'ingéniosité d'un enfant. Bonjour Zaldazar. Allez, justement on enchaîne sur le... Ah, pas forcément sur le cul, mais sur la vie privée, voilà. Avec un nouveau patch côté Valve, que j'étais en mode pourquoi il patche ce truc-là, et après rapidement j'ai dit je comprends pourquoi Valve vient de lancer un petit patch avec une nouveauté. Cette nouveauté c'est quoi? C'est que vous allez pouvoir mettre des jeux en privé dans votre collection Steam, parce qu'il y a des jeux que vous n'avez pas envie de montrer. Voilà, moi j'ai pas envie de montrer aux gens que je joue à Starfield alors que je crache ouvertement sur Starfield. Non, plus sérieusement, je pense qu'il y a des petits jeux qui sont un peu voilà, qui sont un petit peu secrets, un petit peu je vous rappelle que nous avons découvert un jeu de harem chinois nommé dans les jeux de l'année sur les Steam Awards. Voilà, j'adore cet exemple, genre cacher Baldur's Gate 3, parce que bien sûr c'est Baldur's Gate 3, c'est un peu olé, hein, bien sûr, hein, ouais. On les connaît les jeux Steam, hein. Vous savez, à chaque fois que Ken me dit bah vas-y, super, dis-moi ce qu'il y a sur ton PC qu'il n'y a pas sur ma Switch, je suis là genre, alors par où commencer? Assieds-toi, prends un verre d'eau, et on va en avoir pour la soirée. Évidemment, il existe beaucoup de choses sur Steam qui n'existent pas sur d'autres plateformes. Merci les numériques, des bisous à vous, des bisous la team Lenum. Bienvenue à vous. On parlait de cul bien sûr, que ce soit des IA entraînées par du matériel pédopornographique, que ce soit des plateformes de cul reconnues par l'Union Européenne, que ce soit Steam qui te permet de cacher, de flouter certains jeux comme un film porno japonais. Des gros sujets bien sûr aujourd'hui. Je n'essaie pas du tout d'aspirer l'audience des numériques avec des sujets beaucoup plus putassiers bien sûr. C'est un travail journalistique de grande haleine. Des bisous à vous, très bonne fête à toi Karl, très bonne fête à Bastien, très bonne fête à Chrono,
à toi mon cher Chrono. Très bonne fête à mon coach Raphaël. Bonne fête aussi à Thibaut, à JB, bref. Des gros bisous les numes. Je vous rappelle que je ne peux toujours pas jouer à votre jeu concours pour gagner la brosse à dents Philips. Ça m'énerve. Voilà. Non, plus sérieusement, des très très gros bisous à vous. Les gars, et ça me fait plaisir parce que du coup j'ai pu retourner au sport pour la première fois depuis un mois. J'étais faire du sport avec coach Raphaël, donc, que vous connaissez bien chez Numérique, Raphaël Benteo, donc il m'a donné des nouvelles de la rédaction. Voilà. Tout le monde est vivant, c'est bien, c'est bien. Pour en revenir à ce patch Steam, comme je vous le disais, il y a beaucoup de jeux de cul sur Steam, ou alors il y a des jeux un peu limites, ou des jeux qu'on ne veut pas montrer. Et c'est le fameux genre, comment s'appelle la Kombucha Girl, le même de la Kombucha Girl qui fait genre... C'était un peu ça quand j'ai vu le truc Steam en faisant, bah oui c'est vrai en fait, bien sûr qu'on a besoin de ça sur Steam. Oh là là, cette petite emote avec le bonnet de Noël, oh, vous êtes trop mignon. Des bisous Karl. Mais regardez, si on regarde les Steam Awards, moi j'avais envie de le faire, mais je crois que c'est vraiment trop dérangeant pour le faire. C'est où les Steam Awards? Voilà. Comment s'appelle j'adore les emotes des nuls, putain, Karl il s'est mis trop bien avec les bonnets. C'est quoi ce jeu qu'on a découvert qui a l'air d'être malaise sur 20? Je pensais qu'il allait être drôle, mais même moi j'ose pas le streamer en fait. Meilleure histoire, je crois. Meilleure bande-son. Ah, catégorie jeu exceptionnel riche en récits. Le fameux Love is All Around, bien sûr. Voilà. Je pense que je n'achèterai pas ce jeu. Ou alors c'est que vous ne savez pas que je l'ai acheté. Parce qu'il sera flouté dans ma liste, bien sûr. Devenez Gouyi et utilisez la perspective de la première personne pour vous immerger dans ces rencontres avec ces 6 beautés et embarquer dans un très beau trip d'amour avec elles. Ces 6 femmes, ces 6 meufs qui sont charmantes, innocentes, intelligentes, sauvages, sexy, glamour et qui iront jusqu'au bout avec vous, c'est à vous de le décider. Oh là 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 là. Oh là là, la femme bossy, la jeune étudiante innocente, incroyable. Extrêmement positif les notes. Oui. Non mais le jeu, non mais c'est pour vous dire, hein. Ça je peux te dire, Ken Bogard. Dans ton cul, tu les auras pas ces jeux sur Switch. C'est ça la gloire de la PC Master Race, hein, voilà, PC supérieur bien sûr. Non seulement ça existe sur Steam, mais c'est nommé aux Steam Awards quand même. Hein. Je vous avoue, je rigole pas, hein, full premier degré parce que et certains et certaines d'entre vous se rappellent de cette grande époque où on avait fait Dream Daddy avec Jill pour la JVTV. J'aimerais trop jouer à ça, mais je pense que jouer à ça comme ça tout seul, je pense que le malaise sera plus grand que la tentative de dire c'est du second degré. Voyez. Si je stream ça va être trop le malaise. Il faut vraiment que je le fasse avec 2-3 personnes et qu'on rigole parce que je pense que tout seul, même moi, je vais mal le vivre en fait. Mais je suis évidemment très curieux de tenter un dating sim en full motion vidéo. Voilà. Hein, grand moment. Est-ce que je vais parler tech et vélo aussi, dit Kyonchin? On a déjà parlé tech et je vais finir avec un vélo. Ah, attendez. Est-ce que c'est des spams en mode avis Amazon? Ah, broken game made by Chinese who tried to attract some weebs. Ah bah là c'est la réalité là, voilà. J'adore. Ce que j'adore dans les avis Steam, c'est que la personne recommande pas, tu vois la durée de jeu, c'est le fameux genre je ne recommande pas 2000 heures de jeu. Là, comme la personne, elle a testé 1h30, elle a écrit ça, mais elle a recalé un petit 4 heures derrière de jeu, hein, vous voyez, en mode bon, je vais quand même regarder un petit peu discrètement quoi. Bobom Full, trahi par Steam. C'est le moment, je pense, où il aurait peut-être fallu flouter.
Ce data me tue. Il aurait juste marqué 6 heures de jeu non recommandé, ok. Mais l'idée qu'il ait dit c'est de la merde au bout de 1h30, mais qu'il ait quand même rejoué discretos 4 heures. Cramax, cette évaluation vous a-t-elle été utile? Oui, bien sûr, j'ai cliqué sur oui, parce que je pense que c'était incroyable. Ah, Grinta, effectivement, qui est un jeu super cool avec beaucoup de fins et des choix qui ont un réel impact sur la suite. C'est un jeu très complet. Est-ce qu'on peut voir les autres jeux de Grinta? À quoi joue Grinta? Ah, on peut pas voir, putain, j'aurais bien voulu savoir. Putain, mec. Premier degré ou pas, mais quelle tristesse. Bon, le compte s'appelle Desper. Très bon jeu, mais c'est pas très réaliste. C'est basé sur le fait que les meufs bonnes, en général, ne me parlent pas, ne me répondent pas. Bon, je pense qu'il y a des gens qui ont bien trollé, hein, évidemment. Mais ils ont trollé, mais ils ont quand même acheté le jeu. Hein. J'ai terminé célibataire et aucune des meufs ne voulait de moi. Ouais, les évaluations sont drôles. Les évaluations sont drôles. Duyi a 8 boulots, 6 petites copines, 5 appartements, 0 $ et j'adore chaque minute de sa vie. Ah là là là, ça fait mal, hein. Très réel. Hein. Là, ça tabasse. Hein. Ça tabasse très fort dans les retours de jeu, c'est... Warcraft, si ça troll, ça joue et le jeu finit dans les Steam Awards. Imaginez que c'est finalement un bon jeu. Mais c'est pour ça que je suis très premier degré. Vraiment, une partie de moi voudrait tester ce jeu. Enfin, pas le tester seul, vraiment le tester avec vous en public, bien sûr. Parce que des garbage games un peu tendancieux... comme ça sur Steam, il y en a une tête rachée, mais l'idée qu'il soit nommé, le truc il est à côté de Lies of P, Resident Evil 4, Baldur's Gate 3 et Jedi Survivor, je veux dire, le jeu il a piqué la place de Starfield. C'est-à-dire que là Starfield, il s'est fait snobber pour ça. Même moi je trouve ça dur pour Starfield. Même moi je fais putain Starfield, franchement, j'ai l'impression que c'est le mec qui se fait marcher sur la gueule depuis qu'il est sorti quoi. Starfield, le jour où il est sorti, c'est vraiment Starfield... C'est le gamin, il entre pour la première fois au collège, il s'est fait tout beau pour arriver au collège, et c'est putain je suis tellement impatient, ça fait des années que j'attends d'arriver au collège, tout le monde m'attend impatiemment au collège, il arrive en 6ème et il se fait taper à la cour de récré de 10h quoi, voilà. Première heure de perm, il se fait accrocher sur un porte-manteau, il se fait tirer son calbut, et voilà, c'est Starfield. Starfield, il s'est dit putain je vais arriver, je vais être le chouchou, tout le monde va m'aimer, je vais être trop heureux, et il s'est fait viander la gueule au bout de 8 heures quoi, voilà. Je pense que le fait que Starfield ait été remplacé par Love is All Around dans la sélection des Steam Awards, c'est vraiment... ah là là là. Bon, après, encore une fois, Daz m'a raconté les 15 premières minutes de Starfield, j'étais mort de rire tellement que c'était kitsch et passé sur la manière de faire la narration, mais quand même. Je vous rappelle que... est-ce que Phil Spencer n'aurait pas dû racheter finalement Love is All Around au lieu de racheter Bethesda pour 7,5 milliards de $, et Phil Spencer serait aujourd'hui mieux représenté dans les Steam Awards, hein, pour moins cher. Ce serait incroyable.